On passe maintenant à la deuxième partie de notre discussion des séquences pseudo-aléatoires. Ici, c'est l'implémentation et un peu plus de détails sur l'autocorrélation. C'est quelles propriétés qui amènent à avoir cette autocorrélation qui est très étroite. Donc, l'implémentation d'une séquence aléatoire, un générateur de séquences aléatoires, et c'est ce qu'on appelle elle utilise des registres à décalage. Donc, en anglais, Linear Feedback Shift Register, LFSR. Donc, ici, chacun des boîtes est un registre à décalage. Il y a des interconnexions de ces registres. C'est certain qu'il y a une partie cyclique où on va de X1 vers X2 vers X3 vers X4. Mais cette combinaison pour la rétroaction, le feedback, ça c'est une fonction qui varie et nous allons chercher une interconnexion qui donne des séquences avec des bonnes propriétés. Donc on aimerait que ce soit de balance, pas de longue suite, que la fonction d'autocorrélation soit aiguë. Donc, c'est un peu une fonction de ces interconnexions qui vont décider est-ce qu'ils respectent ces propriétés ou ne respectent pas ces propriétés. Donc, l'implémentation, c'est avec des composants hyper simples. Okay? Des registres à décalage, ça peut rouler très vite. Donc, si je veux générer des bits très, très rapides, c'est pas trop difficile et c'est juste de logique booléen qui est implémenté aussi. Donc, ce sont des circuits très, très simples. Donc, voici la génération de ce qu'on appelle une séquence M. Une séquence M, donc j'ai mis ici le déroulement des registres à décalage. Donc, supposons qu'on commence à temps 0 avec 1, 0, 0, 0 dans les registres. Donc, à temps 1, nous allons à 1, 0, 0 et 0. Donc, c'est quoi la sortie? La sortie ici, mais c'est le dernier registre. Donc, si je remarque le 0 dans le X4 maintenant, c'est ça qui sort, qui est le premier bit de notre séquence. Donc, chaque intervalle du temps, nous allons faire le décalage à droite. Donc, par exemple, ça va être un décalage cyclique. Donc, par exemple, nous prenons ce qui est dans X3 et X4. Donc, ici, c'est 0 et 0. Nous faisons le somme modulo 2. Donc, 0 plus 0, c'est donc 0. Donc, à l'entrée ici, je fais entrer un 0. Donc, je fais le décalage, cette 0, il sort. Et pour le prochain intervalle, nous avons finalement, maintenant, c'est cette 0 vient ici, 0, 1, et le 0 et 0. Donc, c'est bien ça, notre deuxième rangée ici, c'est les contenus de ces registres de décalage après l'horloge. Donc, on voit maintenant que c'est ce qui sort. Bien sûr, c'est une 0 ici, c'est le 0 qui sort. Et maintenant, c'est les 0, 0 orange ici qui sont combinés pour faire entrer encore une fois un 0. Et on continue de cette façon pour faire rouler ce générateur de séquences pseudo-aléatoires. Et nous pouvons voir finalement c'est quoi la sortie de notre séquence. Donc, finalement, on continue avec ce décalage, 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 et nous arrivons à un certain point où la séquence commence à répéter. Comment est-ce que ça commence à répéter? Pourquoi? Parce que j'ai commencé ici à 1, 0, 0, 0, et quand ça arrive que les registres ont encore 1, 0, 0, 0, mais à ce moment-là, je vais répéter parce que je retourne à l'état original, point de départ, et après ça, tout répète, répète, répète. Donc, la longueur de code, c'est cette séquence avant que ça commence à répéter. Donc, le M dans une séquence M veut dire maximale. Donc, cette longueur de code, si j'ai 4 registres de décalage, le plus long code que je peux avoir, théoriquement, est 2 à la M moins 1. Comment ça? Parce que
j'ai M, mais ici le M est égal à 4 dans cet exemple. Donc j'ai M registres qui peut contenir 0 ou 1, qui ont des contenus binaires. Donc normalement il y aura 2 à la M. Mais quand j'ai 2 à la M, possibilité, l'état de 0 n'est pas autorisé. Donc pourquoi est-ce que je ne mettrai pas un 0 pour un état valide? Mais imagine que j'ai toutes des zéros. N'importe quelle somme modulo 2, quand j'ai juste des zéros, le résultat va être juste des zéros. Donc, ça ne va jamais changer. Donc, l'état de 0, c'est pour ça qu'il est banni. Je ne peux pas avoir la séquence de toutes zéros. Donc, il faut enlever un des deux M possibilités. Donc, c'est pour ça qu'il est 2 à la M moins 1. Théoriquement, le plus long possible sera une séquence de cette longueur. Donc, quand j'atteins cette longueur, une longueur 2 à la M-1, on appelle ça une séquence M. Donc, il y a toutes des techniques mathématiques pour n'importe quel M de chercher les interconnexions pour admettre des séquences de plus long. Donc, c'est pas unique, il y a plusieurs. Des fois, il y a quelques-uns, des fois peut-être 5, 6, mais il n'y a pas une tonne. Donc, il y a une collection des séquences M, et c'est les séquences M que nous utilisons pour notre séquence pseudo-aléatoire, notre séquence pseudo-bruit. Un autre nom on utilise sont les séquences M. Donc, prenons cet exemple avec M égale à 4, avec une longueur de 15. 2 à la M, 2 à la 4, c'est 16, moins 1, ça va être 15. Donc, notre longueur maximale est 15. Et parmi ces 15 valeurs, premièrement, c'est toujours impair. 2M moins 1, c'est toujours impair. Donc, ici, il y a le moitié, presque, parce que c'est impair. Il y a 8, 1 et 7, 0. Donc, c'est ça la balance. Quand je remarque ici, je peux compter et il y a toujours cette propriété avec les séquences M. Il y a 8, 1 et 7, 0. Il n'y a pas de longue suite. Donc, si on regarde ici, ça arrive certainement pas que tous les 8 1 sont ensemble, tous les 7 0 sont ensemble, non pas du tout. La plus longue séquence, mais c'est la séquence où tous les registres ont une 1. Je ne permets pas tout 0, mais tout 1 c'est permis, donc la plus longue suite sera de longueur M. Donc ici, dans l'exemple M égale à 4, il y a une suite de 4 1, suivie par une suite de 3 0. Il y aura 2 suites de longueur 2 et les restes sont isolés. Donc, ce sont des propriétés qui sont un peu généralisées pour une M arbitraire, mais on a quand même une intuition, il n'y a pas de longue suite, mais le nombre des suites à chaque longueur il va augmenter jusqu'à il en reste que de longueur 1. Donc ici, c'est 4 suites, si on veut, de longueur 1. Donc, la dernière propriété à examiner, c'est la fonction d'autocorrélation. Donc, on commence avec la définition d'une fonction d'autocorrélation. Ici, c'est la fonction avec lui-même, avec un décalage de taux. Donc, Rx de taux, c'est la fonction de corrélation de cette fonction x. Sur une période restreinte, donc la période de la séquence, dans notre cas, mais n'importe quel signal, on examine sur une période. Le constant qui envoie k ici, c'est un facteur de normalisation pour que le pic soit égal à 1. Donc, ce n'est pas toujours utilisé, mais ça peut être une normalisation qui est introduite avec l'autocorrélation. Donc, ça, c'est pour une fonction générale, mais dans notre cas, notre fonction, dans les séquences M, c'est une suite des valeurs binaires. Donc, c'est comme d'avoir le temps discret. Peut-être on peut l'examiner de cette façon pour le temps discret. Donc, ici, c'est notre séquence M, l'exemple de longueur 15 que nous avons utilisé. Donc, si on remarque ici, sera la même séquence que nous avons vue. Et donc, ça, c'est de longueur 15. Je répète la même séquence ici. Et la séquence ici, j'ai introduit un délai. Et le délai que j'ai introduit ici est 2. Donc, on remarque ici que je commence 0, 1, 0, 0. Et si je me déplace par 2, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0. Et on remarque le reste aussi. Donc, première et deuxième rangée, il y a un décalage de 2 entre les séquences. Donc, je commence avec chacun
Et je dis, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il est différent? Donc, je mets pareil, différent, etc. Et si je compte, je vais voir qu'il y a 7 qui sont pareils, il y a 8 qui sont différents. 7 pareils, 8 différents. Donc, si je fais la fonction d'autocorrélation, mais finalement, j'aurai avoir 7 qui vont donner une plus 1, parce qu'ils sont pareils. Ici, j'écris comme logique 0 et 1. Mais dans une séquence aléatoire, nous allons utiliser plus ou moins 1. Donc, quand je fais la somme, j'aurai 7 de plus 1 et j'aurai 8 qui sont différents, qui va donner moins 1. Donc, 7 fois 1, 8 fois moins 1, la somme, j'arrive à moins 1. Supposons que je passe à le prochain décalage. Ici, c'est programmé un décalage de 4. Donc, encore une fois, si je cherche le 0, 0, 1, 1, ici, il y a un décalage de 4. Je fais encore la même chose, pareil, différent, pareil, et je fais toutes les possibilités. Et chaque fois que je vais faire ça, je vais trouver qu'il y a 7 pareils, il y a 8 différents. Et décalage 7, décalage 14, vous pouvez le valider, mais chacun de ces intervalles de décalage va toujours donner la même expression. Donc, j'avais Rx de taux, qui était cette intégrale. Je vais laisser faire le reste, mais essentiellement sur une séquence pseudo-aléatoire. Et parce qu'ils sont constants par morceau, à ce moment-là, c'est comme d'avoir une somme sur la longueur et sera moins 1 fois le nombre différent. Mais disons, je vais, sur ceux qui sont différents, je vais avoir plus moins 1 et ceux qui sont pareils, je vais avoir 1. Donc finalement, c'est moins 1 fois le nombre différent plus le nombre pareil. Et ici, ça nous donne toujours un moins 1. Donc, c'est comme ça que cette propriété, quand c'est décalé, il y a cette propriété que les nombres pareils et différents sont toujours fixes, qui donnent un certain comportement spécial pour les séquences aléatoires. Et nous allons voir ici ce graphique. Je vais retourner pour voir la fonction d'autocorrélation, R de taux, c'est ça l'axe de Y. Et dans l'axe de X, c'est le délai. Donc, quand je vais présenter ce graphique-là, il faut juste penser que le taux, ici, ça représente ce délai relatif entre les deux que nous avons examiné ici. OK, comme promis, j'ai ici le graphique de R des taux, la fonction d'autocorrélation, une fonction du délai. Donc, le délai entre la séquence et une copie de lui-même. Donc, nous avons dit que notre pic d'autocorrélation, on a normalisé pour que ce soit à 1. Et ça, c'est pour un décalage exactement égal à 0, quand il n'y a aucun décalage entre les deux suites. À ce moment-là, bien sûr, c'est soit plus 1 fois plus 1, fois moins 1 fois moins 1. Donc, ça va toujours donner 1 et ça va donner le pic. Quand il y a un léger décalage, ça va tomber linéairement. Et une fois que j'arrive à un intervalle, la durée de un des bits, après ça, c'est toujours, c'est ce que j'ai calculé tantôt, c'est toujours égal à moins 1. Jusque je commence à avoir des recouvrements avec la séquence en bas de 1 bit. À ce moment-là, je commence à monter jusqu'il y a un alignement parfait. À l'alignement parfait, j'ai le maximum et ça continue comme ça. Donc, ça, c'est une manière de le voir. Des fois, nous allons voir aussi, P ici est égal à le 2n-1 et 2m-1, la longueur du code. Donc, P ici, P est égal à la longueur maximale.
longueur maximale. Donc, des fois, au lieu d'avoir la normalisation, comme on voit ici, que le pic est égal à 1, et ça, c'est à moins 1 sur P, des fois, on ne va pas le normaliser, et on dit qu'ici, c'est moins 1, et le pic ici, c'est de hauteur de P. Ça, c'est une autre normalisation. Donc, l'important, j'ai dit que la fonction est aiguë, et je peux voir à quel point elle est aiguë. Elle est aiguë plus que la séquence est longue, plus que le bas est haut. Donc, ça, c'est le temps d'une bit, ça ne varie pas. Mais si j'ai une longueur de 15 ici, si j'ai une longueur de 31 ici, ça va être encore plus aigu. Donc, c'est pour ça qu'on aime avoir des séquences aléatoires qui sont très, très, très longues. Plus qu'ils sont longues, plus qu'ils ont vraiment de bruit. Donc, des fois, nous allons utiliser des séquences courtes pour examiner certaines propriétés au laboratoire où on veut voir qu'est-ce qui arrive quand il y a le même patron qui arrive souvent. Donc, on aimerait tester ça. Et si on veut le tester comme s'il était vraiment des données aléatoires, nous allons avoir plus longues séquences. Donc, pour la synchronisation, je n'ai pas parlé encore, mais je vais parler de synchronisation. Pour la synchronisation, plus qu'elle est longue, plus que la synchronisation va être facile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une copie sera broutée. Ici, c'est ce qui est le graphique est pour la fonction d'autocorrélation de séquence avec lui-même, mais si un est une copie locale, l'autre c'est la copie qui a été envoyée par un système de communication qui le signal peut être assez faible. À ce moment-là, il y aura beaucoup de bruit d'un côté, mais plus que cette pique est longue, nous allons trouver la bonne synchronisation malgré la présence de bruit. Donc, en résumé, la fonction de autocorrélation, pour tout délai 0, pour le délai 0, tous les bits sont pareils, sont synchronisés exactement. Le pic d'auteur, c'est la longueur de code. L'auteur de pic, je veux dire. Et pour tout l'autre délai, c'est comme la moitié des bits sont pareils, la moitié sont différentes. Donc, c'est pour ça que la somme, finalement, ça va donner comme presque 0, un peu négative. Donc, une autocorrélation de moins 1. Donc, c'est ça la propriété qui nous permet... Mais c'est quoi la synchronisation? La synchronisation, c'est de savoir que quand nous avons reçu... nous allons transmettre une séquence, une longue séquence. Ça commence avec bit 1. Ça finit par bit n et n est très long. Donc, on va recevoir, ça c'est ce qui est transmis, il est transmis, ça répète, B1 jusqu'à Bn, et c'est ce qui est reçu, ça va être cette même séquence, mais bien sûr avec du bruit, et nous allons faire la corrélation, donc reçu fois la séquence locale. Donc, une copie locale de même séquence. Donc, si je commence avec B1 ici, et Bn ici, donc c'est comme le décalage, je n'aurai pas de pic. Je vais glisser, 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 B1 ici, Bn ici, je vais glisse, 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 et éventuellement, je vais avoir un bon alignement, Bn, B1, Bn localement. Quand j'ai le bon alignement, la sortie de cette corrélateur va être une grande pic. Donc, je vais voir bruit, 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 bruit. Et quand j'ai la bonne synchronisation, boum, j'ai une grande pic. Et je sais quoi? Je sais que cette bit que j'ai reçue est finalement cette bit 1 dans la séquence. Et le prochain bit, je sais c'est quel bit qui a été envoyé. Donc, c'est comme une séquence d'entraînement qui est connue au récepteur. Mais ce n'est pas comme les séquences d'entraînement qu'il y en a vu à date où la position est toujours fixe. J'ai quelque chose qui dit le bloc de données commence maintenant. Les premières 22 bits sont les séquences d'apprentissage. Après ça, c'est les données. Donc ici, c'est un système de test qu'on utilise au laboratoire. Et nous allons répéter, répéter, envoyer une longue séquence. Et pour être capable de mesurer le BUR, mais pour mesurer le BUR, il faut savoir c'était quoi les bits qui étaient envoyés. Je sais la séquence qui était envoyée, mais avec mes bits, je ne sais pas lequel est lequel avant de faire cette synchronisation.
Donc, cette synchronisation est une étape très importante au laboratoire. Donc, pour votre projet d'égalisation, vous allez recevoir un fichier de données brutes qui a été capturé au laboratoire. On va faire beaucoup de traitements pour vous, mais on va même vous montrer comment faire la synchronisation. Mais il y aura des questions dans le projet pour établir que vous avez bien compris cette étape importante pour avoir la capacité de synchroniser vos données, de mesurer le BUR. Donc, vous allez mesurer le BUR quand vous n'avez pas d'égalisateur. Après ça, vous allez utiliser un égalisateur. Pour l'égalisateur, si tu fais de l'adaptatif, vous allez avoir besoin d'une séquence d'entraînement. Mais une fois qu'on connaît toutes les données, on peut utiliser une séquence aléatoire, une séquence d'entraînement aussi longue que toute la longueur, si on veut. Si vous voulez avoir une égalisation super efficace, avoir une hyper bonne performance pour vos projets, vous pouvez tricher comme ça. Donc, je veux juste vous faire falloir savoir qu'est-ce que vous allez avoir accès dans vos projets. On a transmis une séquence avec une séquence longue pseudo-aléatoire. C'est connu et pour le projet, vous allez avoir accès à cette information. Donc, il y a des systèmes de synchronisation, par exemple dans un bit array tester qui va utiliser le hardware pour faire cette synchronisation. Donc, l'idée ici est qu'il y a le signal reçu. Nous allons faire régénérer le même code localement et nous allons faire ici la corrélation de signal reçu avec les données. Nous allons faire, mais ici c'est la corrélation, ici c'est l'autre partie, le corrélateur, c'est on multiplie, on fait l'intégration et on compare avec une seuil. Donc nous avons la fonction très aiguë, ça doit être comme ça. Peut-être le niveau de bruit est ici, le bruit additif gaussien. Et nous allons mettre une seuil qui dise une fois que j'ai dépassé un certain niveau, je vais supposer que ça c'est la bonne synchronisation. Donc, on peut faire ça, comme j'ai expliqué tantôt, en glissant. Donc, de dire, les données sont reçues et on va dire, on va glisser un peu, on va glisser un autre intervalle, ça va glisser jusqu'au point où je dépasse cette seuil-là. Je vais arrêter la glissade et dire, OK, j'ai bien atteint la synchronisation. Donc, quand j'ai la solution ici, il y a très peu de hardware qui est utilisé, mais il y a un long délai parce qu'il faut que j'attende, je glisse. Et si la séquence est très longue, ça peut prendre beaucoup de temps avant que j'arrive à la bonne position pour la synchronisation. Donc, si je peux aussi utiliser une approche qui est plus en parallèle, donc d'être capable de calculer à plusieurs, en parallèle, calculer la fonction d'autocorrélation. Donc, ça peut être plus rapide, mais bien sûr, ça coûte plus cher. Ici, c'est une autre implémentation en parallèle pour la synchronisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait plutôt avec une synchronisation hors connexion? Donc, c'est ce qu'on fait au laboratoire pour le projet d'égalisation. On a enregistré un signal au laboratoire. On a l'enregistrement, il y a plusieurs copies de cette séquence pseudo-aléatoire qui étaient envoyées. On va le traiter en MATLAB, donc c'est pour ça que j'ai dit hors connexion. Donc pour nous, cette idée d'avoir le hardware pour faire la comparaison, c'est pas très important. Donc nous avons le luxe en faisant ça hors connexion, d'utiliser MATLAB, d'utiliser tout qui est pré-programmé. Donc on ne fait pas souvent, donc c'est pas nécessaire que ce soit hyper efficace. Donc, on peut utiliser la convolution. Si on fait une convolution de la séquence pseudo-aléatoire locale, la copie locale, et le signal reçu, à ce moment-là, je vais identifier directement où est-ce qu'il est le pic d'autocorrélation. Et c'est ça que vous allez voir qui est implémenté dans le code fourni pour votre projet d'égalisation.